Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Je refuse que mon fils fasse le guignol pour amuser la fille d'un poivreau. Dès demain, j'irai moi-même lui dire ses 4 vérités. Mais papa, ça sert à rien, ils sont demain soir. Peu importe. J'ai cru comprendre que tu avais honte de nous les présenter. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je t'interdis d'y remettre les pieds. Quoi, même pour lui dire au revoir? Même pour lui dire au revoir. Pourquoi lui faire tes adieux après tout? Elle habite à Marseille, non? Mais je sais même pas où. Eh ben, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on En fait, ça vous embête que je sois heureuse. Bon, Marcel, voyons. Vous vous moquez d'elle, de moi et de sa famille. Alors que vous les connaissez même pas. Enfin, combien de fois je t'ai proposé de les inviter à la maison pour faire connaissance? Mais papa, il veut pas, lui. Et tu sais bien pourquoi. Parce que c'est des nobles, qu'ils ont un château, de beaux meubles. Parce qu'ils sont riches. Et comme il est jaloux, il veut que je reste comme lui, toute ma vie. À compter les sous, à discuter le prix des abricots. Ou payer moins cher une commode pourrie. Marcel. C'est sûr qu'Isabelle, elle a pas besoin d'une bourse pour manger à la cantine. Ou pour s'acheter des livres. Marcel, ça suffit. C'est la vérité. La vérité? Pauvre petit couillon. Tu sais même pas de quoi tu parles. Toi, tu le sais peut-être. Sans doute un peu plus. Alors parle-nous de la boulangère. Eh oui, vous allez voir, on va avoir rien dévoilé, mais c'est vraiment le temps des secrets de famille, des secrets de tous à tous les niveaux, à tous les étages, les secrets, et c'est magnifiquement, encore une fois, interprété. Le temps des secrets, le nouveau film de Christophe Baratier, d'après l'œuvre de Pagnol, et c'est encore une fois non seulement profondément humain, et vous avez vu, qu'est-ce qu'on écoute derrière, hein, les crayons, les cigales. C'est ça, et c'est ça aussi le film, et c'est ça la Provence. S'il n'y a pas de cigales, il n'y a pas de Provence. Céline. Et oui, et Christophe Baratier nous fait l'honneur d'être notre invité jusqu'à 14h en direct sur Sud Radio. Bonjour à vous Christophe. Bonjour. Alors, effectivement, avec André, on a eu un plaisir immense, inouï à regarder ce film, André, qui nous a beaucoup ému. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter Pagnol au cinéma ? Deux choses. D'abord, une productrice, Hélène Casse, qui est venue me trouver avec ce roman, avec ce récit plutôt, le temps des secrets que j'avais lu dans mon enfance, mais surtout, je crois, une grand-mère comédienne, Marie Simonet, qui était ma grand-mère, qui m'a élevé en partie de l'âge de 3 ans à l'âge de 8 ans, et qui avait joué, non pas avec Pagnol, mais beaucoup de Pagnol sur les scènes françaises, et ses murs étaient constellés de photos avec Crému, Charpin, Fernandel, Maupi, Henri Poupon, enfin toute la bande pagnolesque, et quand il y avait un film de Pagnol à la télévision, je peux vous dire que c'était le couvre-feu, il n'était hors de question de sortir. Et puis même elle me racontait le soir, pour m'endormir, c'est la gloire de mon père, je m'en souviens très bien, et je pensais même à un moment dans ma vie que ma vie se passerait comme ça avec ma grand-mère qui me raconterait une histoire tous les soirs. Malheureusement, elle n'a pas pu survivre et m'accompagner jusqu'à maintenant, mais donc c'est à moi de les raconter. Voilà pourquoi quand on me demande si j'aime Pagnol, j'en sais rien. En fait, parce que je suis né avec, c'est comme si on me demandait si je marche ou si je respire. Et naturellement, en plus, je pense qu'on a. Ce qui m'a rendu les choses plus faciles, c'est que d'abord, c'est la qualité du texte de Pagnol et de son univers, c'est qu'il a la modestie de se mettre à notre hauteur et que c'est personnage nous semble familier, accessible. C'est littéraire, certes, mais c'est quelque chose qui semble parler à tout le monde la plupart du temps parce que, en fait, il nous parle de petits détails. Pagnol, ça part souvent d'un détail. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de grand drame. Voilà, c'est une source qui marche pas, c'est un olivier qui donne plus d'olives, c'est un figuier qui est mal placé, et c'est une mule qui veut pas avancer. Et de là se raconte l'histoire de la vie et qui déborde bien d'ailleurs au-delà de la vie de la Provence, puisque ça parle à tout le monde. C'est un lapin qui court, etc. Enfin, tout ça, c'est. Eh oui. Est-ce que cette œuvre a été facile à adapter au cinéma ? Non, parce que elle se termine pas. En réalité, on passe la première partie du récit dans la garrigue et ensuite on va au lycée. Et le lycée s'arrête en plein milieu, comme si on attendait une suite feuilletonesque et ça ne vient pas. Donc il m'a fallu reconstruire toute l'intrigue, faire une intrigue générale, c'est-à-dire couper l'été en deux, etc., pour quand même parler du lycée. Et puis surtout renforcer quelque chose qui affleurait dans le récit, mais n'était pas vraiment. C'est que le temps des secrets, bien sûr, parce que on trouve un jeune Pagnol qui a 11 ans maintenant, qui quitte l'école primaire, ce qui n'est pas anodin, parce qu'il quitte la classe de son père, faut pas l'oublier, et il va rentrer dans la cour des grands au lycée. Et là, évidemment, pendant les vacances, alors qu'on jouait très très bien avec son petit copain, son petit ami d'enfance, Lily Desbellons, on s'aperçoit qu'il y a une jeune fille qui croise dans les parages, et c'est l'âge où on les regarde, et c'est l'âge où on va leur parler, et c'est l'âge où on se laisse embarquer. Et c'est donc à ce moment-là, évidemment, l'âge des premiers secrets, des petits arrangements avec la réalité, mais surtout l'âge, et c'est ça que j'ai beaucoup renforcé dans l'adaptation, l'âge où on s'aperçoit que les adultes, malgré leurs injonctions de ne pas mentir, de ne pas ne sont pas irréprochables non plus, et qu'on découvre que chacun a ses secrets. Donc ça, il y a rien qui n'était exogène à Pagnol, mais
plein de choses que j'ai remboursées. Là, on entend que j'ai remboursé. Renforcé, oui. Alors justement, plus intéressant. alors justement, Christophe Baratier, quelle péripéties, quelles intrigues, quelles scènes vous avez dû muscler? Alors, principalement, c'était certains personnages comme Augustine, la maman de Pagnol, qui est quelqu'un de très serviable dans les bouquins. C'est-à-dire que bon, vous mangez à l'heure, et c'est chaud, il y a le goûter, on met le pull pour qu'on n'ait pas froid, elle arrange tout le monde. Mais en vérité, si c'est la maman idéale dans la vie, au cinéma, c'est un petit peu falot. Et donc, j'ai trouvé par hasard que, dans une phrase, qu'il y avait une tante de Pagnol qui s'occupait du droit des femmes, qui était directrice d'école. Je me suis dit, voilà, je vais prendre ça, et ça va être le petit secret. C'est que c'est une jeune femme, Augustine, qui, je pense, est très malade de façon chronique, et qui a je crois, le sens de la précarité de sa vie, et qui se dit, j'ai élevé 3 beaux enfants, maintenant, qu'est-ce que je pouvais faire? Et donc, s'engager pour une cause. Alors, le droit des femmes en 1905, il fallait y aller en marchant sur des œufs, quand même, parce que c'était évidemment pas très très bien vu de la société de l'époque. Et donc, elle cache ça. Et puis, alors, il y a aussi une histoire concernant Joseph, le père. C'est-à-dire que on avait dit vaguement qu'il trouvait la boulangère charmante, et que Augustine m'a fait la réflexion. Bon, moi, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, j'en ai fait une véritable conflit. Et notamment, l'extrait que vous venez de passer, quand Marcel règle le compte à ses parents, c'est pas du tout dans le livre. Ça, je me suis plutôt inspiré du Spoons. Vous vous souvenez, le Spoons, quand Fernandel croit avoir un contrat avec des Américains, et dans l'entreprise, dans les petites épiceries de son oncle, il commence à les mépriser. Il dit, ne me crois pas que je vais tout le temps être épicier comme toi, à discuter le prix des pommes de terre, ça ne m'intéresse pas. Donc ça vient de là. Oui, ça vient de là. Et donc ça vient de là. Et donc Nicolas Pagnol m'a fait confiance, parce que je me suis servi un peu dans toute l'œuvre, un peu comme un herbier, en prenant une petite pousse par là. Je me dis, voilà, je vais mettre un petit peu et puis aussi renforcer le côté aventure. Vous savez, là, je gâche pas, mais enfin, il y a, au début de l'histoire, on apprend qu'il y a un certain fantôme qui hante une grotte du Taoumé, qui est un des sommets, voilà. Et donc là, j'en ai fait quand même un sujet. Vous avez fait des tonnes, là. Mais j'en ai fait un Harry Potter, un peu. Oui, ça mine un petit peu avec une scène à Harry Potter. Mais alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand même. Je sais pas si c'est Pagnol, parce que je l'ai pas relu, mais je l'avais lu, mais alors, il y a X temps. Quelque chose de très intéressant dans les débats qu'on a sur l'école par rapport à l'autorité, par rapport à l'autorité au bon sens du terme, l'autorité parentale. Et le père étant professeur, enfin étant instituteur, c'est formidable de voir qu'il y a quand même une règle du jeu qui existait à l'époque. Oui, alors c'est sans être nostalgique, mais c'est vraiment fort. On le voit très bien dans le film, ça. Oui, et puis je l'ai mis aussi, bien que Pagnol ne le dise pas, on est en 1905, hein, donc c'est la loi de séparation de l'Église et l'État, donc ça veut dire que pour le père de Pagnol, Joseph, un anticlérical, hussard de République, hein, la laïcité avant tout, alors qu'il a affaire, et ça c'est rigolo, à l'affaire à l'oncle Jules, qui est excellemment interprété par François-Xavier de Maison, qui lui alors est un bon vivant, mais archi bigot, donc on a ces luttes-là, et ça, c'est ce côté, je dirais même un petit peu, j'irais plus loin. Il y a presque, j'ai pas voulu le mettre, mais il y a toujours un côté de lutte des classes chez Pagnol. Il y a quand même toujours les gens de la campagne face aux gens de la ville, celui qui sait et celui qui sait pas, notamment ceux qui ont de l'argent par rapport à tout ça. Il y a toujours le plouc et le bourgeois. Et oui, il y a tout ça. Et il faut se rappeler, c'est une phrase, j'ai pas mis dans le bouquin parce qu'elle est trop marquée du fils du puisatier, mais quand Rémus s'aperçoit que sa fille Josette est amoureuse du fils de notables du village qui sont quincaillers, il dit, méfie-toi des gens qui vendent des outils mais qui ne s'en servent pas. Il y avait ça toujours. Il y a toujours cette idée du manuel contre voilà. Et même si Pagnol est évidemment un littéraire, ce rapport qu'il a avec le petit Lily, on sent très bien qu'il y a un rat des villes et rat des champs. Et que pour s'entendre, d'ailleurs, Pagnol a dû couper 15 ans avec sa Provence en montant à Paris, en ayant les succès qu'on sait avec Topaz, la trilogie marseillaise, avant de revenir en 34, fonder les studios Marcel Pagnol aux portes du massif de l'Étoile, où il a entrepris une affaire purement locale, marseillaise, et même en montrant d'ailleurs à ce sujet beaucoup de courage pendant l'occupation, ce qui n'est pas le cas de tous les cinéastes. Oui, c'est vrai. Et juste un mot là-dessus, encore une fois pour revenir, c'est qu'on montre que même s'il se révolte, enfin il se révolte contre ses parents, mais il y a cette extraordinaire, il n'y a pas de lutte des générations là. Non. Si vous voulez, ils sont d'accord, et ce qui est formidable, c'est ce que vous montrez vraiment. Quand on est là, je voudrais souligner là-dessus, parce que je voudrais que les éditeurs qui vont aller le voir, et tout le monde va ressentir ça, c'est qu'on a l'impression d'un monde qui est apaisé. Bien sûr qu'il y aura en 1914, il y aura ce qu'il y aura. Mais ce monde-là où ils vivent, il y a un accord avec la nature, même ceux qui viennent de la ville, qui est formidablement montré.
Ouais. Et si je peux ajouter, vous le dites très bien André, mais c'est aussi vous le dites, le drame à fleurs. La mort d'Augustine n'est pas loin, elle va mourir 5 ans après. La Grande Guerre va éclater, dans laquelle d'ailleurs son ami d'enfance, Lily Bellon, va trouver la mort, avec une très jolie phrase de Pagnol. Il disait: sa tête reposait dans une forêt noire du nord de la France, posée sur une plante dont il ne connaissait même pas le nom. Et donc c'est un peu l'impression du dernier paradis. C'est ça. Le paradis perdu. C'est les derniers moments de paradis avant que tout éclate. D'ailleurs, même familialement, je vais un peu plus loin, parce que c'est dans le temps des amours, mais à la mort d'Augustine, le père, donc Joseph Pagnol, va se mettre en ménage avec la jeune femme qui gardait leurs enfants, qui avait quelques années plus que Marcel. Ça va pas bien se passer du tout. Donc on a vraiment l'impression des derniers moments d'innocence avant le déluge. Et là, le film le montre très très bien. Ah oui. Bien Alors, parlons du casting de ce film, parce que ce casting est vraiment remarquable, André Berkoff. Les enfants sont impressionnants. Est-ce que vous avez trouvé facilement Marcel? On trouve jamais très facilement. Il faut passer du temps. Et attendre, vraiment se faire confiance. J'ai un peu l'habitude maintenant de tourner avec les enfants sur l'évidence. C'est-à-dire que vous savez, maintenant on reçoit des bandes vidéo, ce qui est normal. On peut pas en voir des milliers. Enfin, maintenant on reçoit des milliers. On me sélectionne tout ça. Je vois 200 vidéos, je vois les enfants, et tout d'un coup il y a l'évidence. Pourquoi? Parce que oui, comment se passe cette évidence? Alors, c'est simplement, d'abord, il faut partir d'une chose, c'est que les enfants ne sont pas des acteurs. Hein. Même s'ils sont doués ou pas, ils ne sont pas acteurs. Personne d'entre eux n'avait joué. Tous les acteurs du film sont débutants. Ah, tous. Bah oui. De toute façon, à 12 ans, c'est très normal. Oui. Et en même temps, il faut savoir, donc, si l'enfant, immédiatement, je crois qu'on met entre 10 et 15 secondes pour voir si d'abord sa présentation nous interpelle, s'il sait transmettre quelque chose. Et ensuite, il faut savoir que il faut se faire confiance, parce qu'un enfant ne peut évidemment pas jouer contre sa nature. On peut pas jouer un contre-emploi quand on est un enfant. Le petit Marcel, là, que vous avez vu, j'ai pas allé faire jouer un serial killer dès le début. Donc ça veut dire que, remarquez, ce serait peut-être pas mal finalement. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont leur nature. Donc en gros, il n'y a pas de direction d'acteur. Il y a bien le choisir. C'est ça la direction d'acteur, c'est faire le bon choix. Parce que si après on a fait un mauvais choix et qu'on s'est trompé, que c'est pas la nature de l'enfant, ou il a pas le mental pour affronter un plateau, on a beau être le meilleur directeur d'acteurs du monde, on n'y pourra pas. Ensuite, on les met avec les comédiens adultes et ça finit de faire le ciment. Après, j'ai l'impression toujours que ils mettent 3 jours, 2 jours à s'emparer du personnage, si on s'est pas trompé. Hein. Et après, ils sont sur orbite et on fait des petites corrections de trajectoire, c'est tout. Alors, ce petit garçon, effectivement, qui incarne Marcel, vous l'avez trouvé. Léo Campion, vous l'avez trouvé en région parisienne, alors, oui. Non en Provence. Non, j'ai trouvé beaucoup en Provence. Le petit Lily des Bellons, c'est au Bagne. L'autre, le Cancre l'Agneau, c'est près du stade Vélodrome. Enfin, ils sont tous là-bas. Avec des accents différents d'ailleurs, hein, parce qu'on dit l'accent du Midi, limité comment? Il y en a 12 000. Si on va à la Casière d'Azur, ou si on va au port Martigues ou à Ciotat, c'est pas du tout la même chose. Et au Vieux-Port, encore moins. Donc, ça veut dire que j'ai cherché. Et lui, il venait de la région parisienne, donc j'ai pas joué sur les accents précisément pour ne pas d'abord faire un mauvais imitateur. En plus, quel accent aurait pu bien lui conseiller d'imiter? Bon, et je pense qu'il y a des petites règles. On connaît au nord de la Loire et au sud. On dit pas samedi, on va dire samedi. On va pas dire dignement, on va dire dignement, et on va dire rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. Et on va pas dire rose, on va faire un rose. Voilà. Rose. Christophe, vous savez comment appeler Céline, appeler ceux qui sont nés au sud de la Loire des narbonoïdes dégénérés. Oui, c'est ça. Alors l'action du film se déroule à Marseille en 1905, en juillet 1905, et dans la campagne marseillaise. Est-ce que vous avez tourné toutes les scènes en Provence? Quasiment toutes, enfin oui, 80%, sauf la scène de la grotte qui est bien plus, enfin dans le Vaucluse. Mais oui, tout ça, parce que le massif de l'Étoile, en réalité, dans le film ou même dans les récits de Pagnol, on a l'impression que c'est un périple de 3 heures, alors qu'en réalité aujourd'hui, ça fait partie quasiment de Marseille. C'est-à-dire que même la bâtisse originale de Marcel Pagnol est à La Treille. La Treille, un village depuis longtemps rattaché à Marseille, au 3e arrondissement. Donc faut aller plus loin, en fait, mais la Garrigue elle-même, les massifs de l'Étoile, tout ce qui est le mont du Garlaban, le pic du Tahomet, tout ça fait partie d'un massif protégé qui est à une demi-heure du centre-ville de Marseille et dans lequel on entre de façon parfois un peu privilégiée parce qu'il y a des chemins qui sont pas accessibles à tous. Et en tout cas, du haut du Garlaban, qui culmine quand même à 716 mètres, ce qui est énorme, d'où Marcel Pagnol dit ce n'est pas tout à fait, c'est un peu plus qu'une colline, mais ce n'est pas tout à fait une montagne. Le Mont Blanc, oui, c'est pas le Mont Blanc. Oui, c'est pas le Mont Blanc, mais n'empêche qu'on a une vue imprenable, et ça, c'est
un petit peu des effets spéciaux qu'on doit faire, c'est ça, sur la cité phocéenne, parce qu'il y a quand même le stade Vélodrome qu'on voit de façon très ostensible avec les barres d'immeubles. Quel décor à Marseille, justement, pour Marseille, vous avez reconstruit quel décor? Alors Marseille, on a fait l'intérieur, on a fait le centre-ville du Panier. Le Panier, à part quelques interphones, on n'a pas trop... Il y a encore, c'est dans son Et puis j'ai film. reconstitué le Vieux-Port intégralement, parce que ça est... c'est pur. Alors là, c'est tourné sur un autre port, à Port-Saint-Louis, en Camargue, avec un immense fond vert de 20 mètres sur 14, dans lequel on peut incruster le Vieux-Port. Et puis j'ai fait aussi avec des vraies vues sur lesquelles j'ai mis des effets spéciaux, notamment pour rappeler même aux Marseillais, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, on a fait un très très beau plan, enfin pour moi, pardon de me jeter des fleurs, sur Notre-Dame de la Garde, où on voit un funiculaire qui monte le long des vins qui n'existe plus, qui a été détruit en 1900, mais qui avait été construit en 1892, ce funiculaire. Et il a été détruit quand, enfin, au début des années 60, parce qu'il y avait un peu besoin de place pour faire de l'immobilier, je pense, parce que tout est construit au-dessus. Et puis on voit aussi de la cabine qu'il y avait un pont transbordeur à l'époque, qui allait d'une rive à l'autre du Vieux-Port. Maintenant il y a un tunnel, et ce sont les Allemands qui l'ont désobligeamment détruit en 1944. Oui. Ah oui. Alors Marcel Pagnol avait 60 ans effectivement quand il a écrit ses souvenirs d'enfance, et votre film vous le terminez sur une séquence de Pagnol adulte. Elle est vraiment très très émouvante. Honnêtement, personnellement, j'ai eu larmes à l'œil. C'est Marc Barbet, c'est un acteur qui non seulement est un très grand acteur, mais de théâtre principalement, mais qu'on voit aussi à la télévision, et qui ressemblait de façon quand même assez étonnante à Pagnol. Et puis moi, plutôt que de mettre une voix off comme l'avait fait Yves Robert, j'ai rien contre les voix off, mais je trouve que le filtre était un peu ce jour-là, j'ai fait ceci. Et puis en plus, le temps des secrets est tellement différent de sa structure que même je trouvais pas les phrases qui collaient avec. Et par conséquent, donc j'ai terminé avec lui comme un hommage à Pagnol, sachant que il avait toujours dit des souvenirs d'enfance. Quand je lui ai dit mais est-ce que tout est vrai, il a dit les petits détails le sont, le reste je sais pas. Alors je me suis permis de remplir. Je sais pas. Il s'est accordé effectivement il s'est accordé Pagnol une certaine liberté dans l'écriture de ses souvenirs d'enfance. Oui. Bah, toujours, on l'a dit. Moi, je suis frappé. Comment vous avez réussi? Je vais vous dire, vraiment, et c'est pas encore pas vous leur jeter des fleurs. Comment vous avez réussi à faire de cette nature un personnage? Parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est que la lumière sur la garrigue, sur les plantes, tout ça, c'est-à-dire que ça m'a autant impressionné que les acteurs, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire les acteurs, mais la nature, elle joue. Vous la faites jouer la nature. C'est ce qu'on peut faire grâce au cinéma, j'allais dire, d'aujourd'hui. C'est que Pagnol, à l'époque, la restituait dans ses détails, dans ses sensations et dans ses ambiances, en lumière. Formidablement écrit, mais à l'écran, il ne le faisait pas. Tout simplement parce qu'on était en noir et blanc avec des caméras qui n'étaient pas les mêmes. Et puis, je crois aussi, sincèrement, que Pagnol, ça n'intéressait pas trop une nature d'être un photographe. Il fallait toujours inscrire les personnages. Aussi, me suis-je dit, on va pas faire que des prises de vue magnifiques et tout. Il faut toujours qu'elle raconte quelque chose. Alors, par exemple, c'est des gymnastiques quelquefois, vous savez, pour faire un dîner, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2 dîners dans le film qui sont éclairés vraiment à l'heure magique. Alors, l'heure magique, il suffit pas d'être un grand spécialiste de la technique pour savoir qu'elle dure 2 heures. Donc une scène de dîner avec 6 personnages qui dure 3 minutes, c'est 6 heures de tournage. Donc par conséquent, on revient 3 soirs de suite pour avoir le raccord lumière. Ensuite, il y a des scènes où le garde-la-bande doit être menaçant, au contraire où la nature doit être accueillante, où elle est blanche de soleil. La lumière du midi de midi dans le midi, elle est terrible pour les caméras, ça plombe, les acteurs voient rien. Donc c'est la technologie qui joue là. C'est la technologie et puis aussi notre sens artistique, parce que justement on se satisfait pas du soleil, il fait beau, ça veut rien dire. Si on a un soleil plombé et que tout le monde ferme les yeux, c'est pas beau. Donc il faut tourner avant 10h du matin, il faut tourner à l'aube, et il faut ne pas hésiter à tourner jusqu'à 9h du soir avec les risques que ça comporte quand on n'a pas de soleil. Et c'est ce qu'on appelle le mentir vrai. C'est ça, oui, c'est ça. Mais c'était difficile de traduire ce que nous racontait Pagnol, c'est comme la chef de Monsieur Seguin, si on le fait au cinéma. Daudet est tellement précis sur la montagne. Alors il dit, soudain, la Blanquette vit que le soleil baissait, la montagne devint violette. C'est tellement éclairant dans ça, mais il faut savoir le traduire. C'est ce que j'ai réussi à faire. Merci de l'avoir remarqué. Et oui, et ces décors sont soulignés par une musique Philippe Rombi, oui. Ça, c'est Philippe Rombi. Alors je travaille avec lui depuis 4 films maintenant. Il se trouvait que quand je l'ai appelé, j'ai eu un grand silence au téléphone. Je savais qu'il était marseillais, mais il me dit, mais tu sais que je suis à l'école des feutriers comme Pagnol, au lycée Thiers comme Pagnol.
Il a fait toutes ses études au lycée Pierre de Bizet, le lycée de Marseille. Et puis c'est surtout un grand symphoniste, parce qu'aujourd'hui, dans la musique de film que moi je défends, qui est un genre que je défends avec ferveur, et j'ai même créé un festival à la Baule pour qui lui est consacré. Beaucoup de gens font de la musique aujourd'hui, mais de moins en moins l'écrivent. Et comme moi je suis musicien au départ, que je connaissais le solfège avant même d'écrire les mots. Moi, quelqu'un qui n'écrit pas le solfège, c'est comme un écrivain qui n'écrit pas, quoi. Bon, c'est autre chose. Christophe Baratier, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, et Serge Coteau sera aussi avec nous. Il adapte les œuvres de Pagnol en BD, le résultat est extraordinaire. Il connaît tout de l'univers pagnolesque, au-delà du cinéma, de l'art dramatique et de la littérature. Eh bien, Pagnol avait d'autres passions, c'était notamment un inventeur de génie. On va tout vous dire dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je sais. Daube à la provençale. Oh, comment ça, la provençale? Daube à la catalane. Recette qui me vient de ma pauvre grand-mère. Mais tu ne l'as pas connu. C'est bien pour ça que je dis la pauvre. Allez, on dit bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. Allez, zou. Oh, que c'est bon d'être tous réunis. À ce propos, vous avez des nouvelles de Fifi? Ah non. Non, pas vraiment. Ma chère sœur est sans doute trop occupée à former ces femmes citoyennes, comme elle les appelle. Oh, Fudge, le droit des femmes. Ça m'étonnerait qu'elle vienne pas vous bourrer le crâne. Oh, c'est vrai qu'elle a du caractère. Elle est courageuse, Fifi. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont directeurs d'une école. Bien dit, Marcel. Pas vrai, papa? Attendez. Je vais dire les grâces. Viens nous bénir, Seigneur, et bénis ce repas, comme ceux qui l'ont préparé. Et fais germer dans nos cœurs la joie de partager. Amen. Tu sais que même un païen, ça ne le tuerait pas de dire les grâces. Le ridicule ne tue pas non plus, apparemment. Tu n'iras pas au paradis. Tant pis pour toi. Le paradis? Mais je l'ai ici tous les jours, sous les yeux. Tu dois savoir qu'au ciel, il n'y a pas le même. Le mien a un avantage, il n'est pas nécessaire de mourir pour en profiter. Voilà, tout est dit. 1905, hein, la laïcité, hein, les rapports de l'Église et de l'État, et puis voilà, on y est. Hein. Et puis vous entendez, et c'est ça aussi le film, vous entendez le bruit du vin que l'on jette, qu'on verse dans les verres. Hein. N'oubliez pas, nous préférons toujours le vin d'ici à l'au-delà, disait Pierre Dac. Céline. Et oui, et je précise que l'extrait de ce film que vous venez d'entendre, c'est Le Temps des Secrets, le nouveau film de Christophe Baratier, donc qui sort au cinéma mercredi prochain. Alors cette émission est une émission spéciale donc Marcel Pagnol, et Serge Coteau donc vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous Serge. Bonjour. Alors vous avez adapté une vingtaine des œuvres de Pagnol en bande dessinée. Vous avez notamment publié aux éditions donc Grand Angle La gloire de mon père, Le château de ma mère, Topaz, Merlus, Le temps des amours et Le temps des secrets. Alors vous en avez édité beaucoup d'autres. Comment vous avez eu l'idée donc de transposer l'œuvre de Pagnol en BD? Oh, c'est même pas une idée, c'était une évidence. J'avais toujours trouvé que c'était un manque en fait. Je me demandais pourquoi ça n'existait pas encore. Et puis je suis devenu par hasard ami avec Nicolas Pagnol. On en a parlé. C'est une envie que la famille Pagnol avait aussi depuis longtemps. Jacqueline Pagnol, sa grand-mère. Parce que Pagnol aimait lui-même beaucoup la bande dessinée. Il le raconte dans les souvenirs d'enfance, qu'il lisait Les Pieds Nicolés. Il y a plein de clins d'œil à la bande dessinée d'ailleurs dans son œuvre. Et puis, en fait, c'est cette rencontre qui a provoqué finalement la réalisation de cette collection, dont la condition sine qua non était qu'on fasse les œuvres complètes. C'est ce qu'on avait promis à Jacqueline, pour faire redécouvrir aussi tout un pan de l'œuvre de Pagnol qui est un peu dans l'ombre de ses œuvres les plus connues. Et on s'y est attelé il y a 7-8 ans maintenant avec un autre scénariste de BD, Eric Stoffel, un ami à moi, marseillais, lui aussi très connaisseur de Pagnol, et puis toute une équipe de dessinateurs, et comme ça on arrive à sortir 3-4 albums par an. On est à mi-chemin. Vous allez, Serge Coteau, je montre là le merveilleux Le Temps des Secrets. Ouais. Que c'est là que vous l'avez fait, voilà. Mon cœur ne battait plus aussi vite pendant la visite des pièges et l'envol soudain d'une compagnie de perdrix ne me suggérait plus l'apparition d'un monstre, voilà. Magnifique livre, magnifique BD, effectivement, de Serge Coteau, d'Eric Stoffel. On en avait parlé quand on s'était vu à Marseille, d'ailleurs, on vous avait reçu. Hein. Et vous en êtes à combien, là, combien de BD de Pagnol? Une vingtaine, et puis on est assez fiers parce que souvent la BD
passe pour un art mineur. Et puis c'est peut-être même pour ça que Pagnol, qui a tout fait, tout essayé, ne s'y était pas consacré. Mais depuis, alors qu'il aimait ça, depuis c'est devenu un art majeur, un art adulte. Vous avez en quelque sorte agrandi son œuvre à travers la BD? Ben, c'est ce qu'on essaye. On essaye de lui offrir tous les outils de la BD. Et tous les publics. Et tous les publics aussi. Et tous les publics. Alors, faire découvrir Pagnol à la nouvelle génération, le faire redécouvrir à la génération précédente, la nôtre. Mais en fait, ce qui est important, c'est que, comment dire, on fait ça très respectueusement. Voilà. Oui, Et on a même accès, grâce à la famille Pagnol, à des inédits. On a pu faire publier des œuvres de lui que personne ne connaissait, ou réaliser, on va dire, avec le petit cinéma de la bande dessinée, des choses qu'il aurait voulu porter à l'écran et qu'il n'avait pas pu faire. Par exemple, comme les pestiférés, oui, d'accord. Et qui était un manuscrit. Alors on est vraiment content. C'était un manuscrit déjà écrit. C'était un manuscrit terminé de Pagnol ou pas? Alors les pestiférés, c'était 40 pages qui avaient été incrustées un peu en force dans le bric-à-brac du Temps des Amours, qui en fait est un recueil posthume. D'accord. Et puis en fait, il voulait visiblement en faire. Il y avait déjà tous les dialogues. Il était passionné d'histoire. Il voulait visiblement en faire quelque chose d'autre, ce qu'il n'avait pas pu faire. Et nous, on l'a fait. On en a même fait un roman graphique de 136 pages. Vous voyez, c'est notre plus long. Alors que c'est quelque chose de totalement inédit. Donc, personne n'avait jamais lu la fin, parce que, il l'avait simplement raconté à son fils, mais elle n'avait jamais été publiée. Et grâce à des notes familiales, on a pu accéder à la fin. C'est la première fois que les pestiférés ont été publiés dans leur entièreté, et ça en BD, vous voyez, donc on est assez content. Christophe Baratier, oui, allez-y. Il y a Christophe Baratier qui vous pose une question. Bonjour Serge, très heureux de, bonjour, enchanté, de vous parler. C'est la première fois qu'on se parle, et j'avais avec beaucoup de plaisir le Temps des Secrets, justement, parce qu'il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que maintenant vous allez adapter le Temps des Amours? Alors je me retrouvais face exactement à ce que vous avez dit, c'est que dans le Temps des Amours, on est vraiment sur une espèce de collage un peu hétérogène de plusieurs choses, avec évidemment ce passage qui est passionnant, mais d'ailleurs vous devez le signaler, un livre en soi, ou alors une œuvre en soi, qui est Le Passage sur la peste, parce que sans ça, je veux dire, c'est un film qui demande d'autres moyens encore que ceux habituels, mais c'est surtout que voilà, c'est compliqué, parce que le Temps des Amours, et Serge je pense le sait, Lily disparaît un peu de l'histoire, on n'a plus tellement Tante Rose, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, on sent très bien qu'il n'y a pas une suite écrite et avec une volonté de faire une intrigue, parce que ça serait un peu décevant qu'on ne retrouve pas les personnages que nous connaissons, donc c'est ça que je trouve, c'est mon premier problème, et ça demandera à Nicolas, et je compte sur votre soutien, d'accepter une adaptation très très libre. Vous avez juste, Serge Coteau, donc a travaillé avec Nicolas Pagnol, et vous Christophe, vous avez travaillé avec Nicolas, vous avez rencontré Nicolas Pagnol? J'ai rencontré, bien sûr, mais il nous a donné les droits, d'abord, et puis il a donné les droits après quand même examen de passage entre guillemets, enfin je veux dire déclaration d'intention, pour savoir s'il n'était pas avec des Olibrius, et savoir s'il pouvait nous faire confiance. À partir du moment où j'ai donné confiance, c'est vrai que il aurait fallu, et alors que j'ai pris pas mal de liberté, j'imagine que Serge aussi, mais enfin moi dans la narration, pour que ce soit une œuvre, qui est une boucle, parce que encore une fois le Temps des Secrets se termine dans la cour du lycée, et puis après il n'y a plus rien, donc il fallait réinventer quelque chose. À partir de là, du moment que je ne trahissais pas profondément des états d'esprit, je pense que moi aussi, du fait que je suis né avec Pagnol dans la tête, je savais au fond de moi ce qui était pagnolesque ou pas, sans avoir son talent, c'est pas le propos, hein. Mais je savais ce qui pouvait sonner comme Pagnol ou non. D'autant plus que dans le Sud, on est un petit peu attendu. Hein. Alors dites-moi, Serge Coteau, vous accordez effectivement quelle liberté par rapport à l'œuvre originale? Alors, nous, finalement, on essaye de faire qu'il n'y ait qu'un seul auteur, c'est Marcel Pagnol. Tout ce qu'on met dans la BD, c'est de Pagnol. Tous les mots sont de Pagnol. De Pagnol. Après, grâce aux outils de la BD, on peut lui donner des moyens que lui n'avait pas, et qui vont même être, des moyens au-delà de ceux du cinéma, parce que comme le disait à l'instant Christophe, le cinéma a des moyens, mais il nous expliquait tout à l'heure les fonds verts, etc. Mais tout ça, il y a des budgets.
Nous, il nous suffit, par exemple pour les pestiférés, il nous a suffi d'un crayon et de papier, oui. Si on a besoin de figurant ou de foutre le feu à la ville, on peut. Je pense à un autre grand récit méconnu de Pagnol, c'est le premier amour. Ça se passe au temps de la préhistoire, oui. Personne Comment s'appelait le titre exactement ? Le premier amour. Le premier amour, d'accord. Voilà, et ça commence carrément. Il voulait en faire un film, il avait acheté des collines pour ça. Vous imaginez la première scène, c'est un grand incendie qui ravage la forêt, et puis on voit tous les animaux de la préhistoire s'enfuir, les mammouths, les lions, les dinosaures, tout ça. Voilà, tout ça. Il fallait des éléphants, leur mettre des moumoutes aux mammouths, etc. Mais pourquoi il n'a pas appelé Spielberg quand même? Voilà, c'est ça. Et il n'y avait pas d'image de synthèse. Ce film, il ne l'a jamais tourné. Bah oui, c'était Jurassic Park qui rencontrait la guerre du feu, c'était un peu lourd. Mais je vois que Serge, d'ailleurs, dans Le Temps des Secrets, termine comme moi sur le village, et le retour au village, et sur la partie de pétanque, qui d'ailleurs fait partie du Temps des Amours, parce que c'est vrai que le Temps des Secrets se termine au lycée, mais en pleine action, en pleine intrigue, donc on y revient. On doit faire les arrangements, mais je pense que Nicolas, et je pense qu'il vous fait confiance, et que maintenant, j'espère un peu faire partie du club auquel il fera confiance. Bienvenue au club. Alors, venir au Temps des Amours. Céline, et autant des secrets. Et autant de la science, parce que je voudrais, Céline, je crois que Pagnol, ça on ne le connaît pas du tout. Oui, mais finissons effectivement avec Serge Scotto sur la bande dessinée, effectivement. Allez-y, Serge. Non, mais si c'est pour parler encore un peu du Temps des Secrets, qui est intéressant, effectivement, et je comprends le problème que vous avez, Christophe, c'est que pour le Temps des Amours, Pagnol avait laissé des notes éditoriales pour que les deux volumes, le Temps des Secrets et le Temps des Amours, soient remixés autrement, finalement, ce qui n'a pas été fait. Et il y a des scènes que nous, par exemple, pour être fidèles à ce que j'appellerais ces dernières volontés, il y a des scènes qu'on a transvasées de l'un dans l'autre. Isabelle, par exemple, Isabelle, c'est un grand amour, donc ça va très bien dans le Temps des Amours. La partie de Boule dont vous parlez, on en a fait un album à part. Elle est à la fois dans le Temps des Secrets et dans un album à part entière qui s'appelle La partie de Boule, parce qu'il avait prévu d'en faire une nouvelle dans un recueil de nouvelles qui lui non plus n'a pas été achevé. Et en fait, il y a un tel merdier, j'ai envie de dire, entre ces deux volumes du Temps des Secrets et du Temps des Amours, qu'effectivement, il faut pas se gêner pour piocher, pour en faire un peu ce qu'on veut, parce que de toute façon, Pagnol a lui-même passé sa vie à s'adapter, à sans Donc, je pense que vous pouvez y aller, vous aurez la bénédiction. C'est ce que je vous disais, c'était comme un herbier dans lequel on trouve des petites pousses par-ci par-là qu'on fait pousser, mais on ramène dans le jardin, puis on en sort d'autres, etc. Je pense que lui-même, d'ailleurs, était assez, comme le disait Serge, voilà, il n'était jamais totalement fixé, il fallait toujours réadapter, adapter et réadapter. Alors, Serge Scotto, le jardin de Pagnol. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. Oui, Serge Scotto, vous savez, vous avez parlé à plusieurs reprises, effectivement, d'œuvres inachevées de Pagnol. Et justement, votre dernière BD que vous avez publiée, donc, c'est le tome 1 de La Prière aux Étoiles, le tome 2 va sortir en mai. Ça, c'était un film inachevé donc de Pagnol. Racontez-nous dans quelles circonstances. Alors, on est très fiers de ça, justement. Vous voyez, c'est à ça qu'on peut servir la BD, parce que ça devait être sa grande et seconde trilogie, La Prière aux Étoiles, entièrement dédiée à l'amour qu'il portait à Josette D, finalement, parce que vous savez que de tous ces amours... c'est elle qui a été la plus importante, vous voulez dire. Au féminin, au pluriel. Voilà. Pas qu'elle a été la plus importante, mais il faisait de toutes ces amours des soleils éblouissants pour le cinéma, que ce soit Oran de Mazis, Josette D, puis plus tard Manon. Alors ce film, il l'a tourné, effectivement, on peut dire, au nez et à la barbe des Allemands. Racontez-nous. Oui. On a un problème de son, là. Coupure de son, On a une petite coupure de son. Oui. Voilà. Serge, on vous entend, oui. Il était totalement opposé, donc il a voulu rompre avec cette demande que lui faisaient les Allemands de prendre la tête du cinéma français sous l'occupation. Il a arrêté totalement le cinéma, il a vendu ses studios à la Gaumont, et il a détruit ce film. À la hache. Voilà. Ouais. À la hache. Et ce film qui était en train de tourner, qui aurait dû être son œuvre majeure. Les premières bobines de cette future grande trilogie. Et il n'en reste qu'une 2 minutes de film. Et nous, finalement, avec les moyens de la BD, eh bien, on a pu relancer cette trilogie qui s'appelle La Prière aux Étoiles et que tout le monde avait oublié. Et je dirais que c'est vraiment
comment dire, l'amour est toujours un personnage secondaire dans l'œuvre de Pagnol, alors que là, vraiment, c'est le personnage principal. C'est son discours amoureux, La prière aux étoiles. Et je conseille vraiment aux gens de découvrir cette œuvre méconnue ça devait être une trilogie, ça sera 2 tomes en BD. Ouais. En fait, on peut dire que ce film, effectivement, il faut le rappeler, ça a été quand même un échec dans la vie de Pagnol, parce qu'en même temps, effectivement, il perd son film, il perd sa compagne, donc Josette Day, vous en avez parlé. Oui, voilà, c'est ça. Il perd ses studios, il perd ses laboratoires, il revend tout à Gaumont. Et là, en fait, il arrête définitivement le cinéma et il rachète donc une ferme agricole en zone libre. C'était, voilà, et pour y cultiver, en fait, des œillets. Racontez-nous. Oui, exactement, parce que tout à l'heure, Christophe rappelait que finalement, dans ses œuvres autobiographiques, à part les détails, il n'y avait pas grand-chose de vrai, alors qu'il y a énormément de vrai dans ses œuvres de fiction, vous voyez. Et Jean de Florette, c'est quoi? Eh ben, c'est un peu l'histoire de Pagnol qui débarque sur les hauteurs de Nice, domaine de l'Étoile, une ferme History, oui, enfin. Ouais, enfin, voilà, il voulait faire des fleurs. Allez, c'est l'herbe. Voilà. Il ne retrouve jamais la source qui lui était nécessaire pour faire pousser ses œillets, vous voyez. Donc, c'est déjà l'histoire du Golin. Et en 56, se croit finalement avec sa propre foreuse, parce que c'était un grand bricoleur, il était passionné de sources, d'eau, tout ça, évidemment, parce que ça le fascinait depuis son enfance. C'est ce qu'il raconte déjà dans la gloire de mon père, l'importance de l'eau dans ces collines arides. Et puis, il aimait produire, par exemple, lui-même son électricité, il avait des moulins, etc. Et là, il avait fabriqué une foreuse, il a fini par trouver sa source. Mais il s'est blessé lors d'une explosion, vous voyez. Et donc, on est très très près de ce qu'il raconte dans Jean de Florette et Manon des Sources, surtout si on sait que Jacqueline Pagnol, à 15 ans, elle gardait des chèvres. Vous voyez, donc on mélange un peu la vie de Pagnol. Et oui, Jacqueline Pagnol, qui a été effectivement sa muse, et son épouse Serge Scotto et Christophe Baratier. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va continuer donc de célébrer Marcel Pagnol. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. 36, 37. Et puis 37? Oui. Et puis tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus, 40. C'est bon? Comment? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. 40, tu n'entends pas? 40. 40, à pique. Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine. Oh, je t'ai fait la peine et je te demande pardon, mon vieux. À qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? Et à tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant? Oh, je t'en prie, Félix, ne te fâche pas, allons, voyons. Je sais bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, ça c'est pas un mystère. Eh bien, que je sois cocu, ça te regarde pas. Mais je te défends d'insulter la marine française. Il se peut que tu aimes la marine française, mais la marine française te dit merde. Magnifique, la fameuse partie de carte. La fameuse partie de... Oui. La fameuse... Ouais. Tu m'as dit, attends. La fameuse partie de cartes dans Marius de Marcel Pagnol, avec évidemment Rému, César Olivier, patron du bar de la Marine, et Pierre Freinet, Marius Olivier, son fils. Formidable, Marius, évidemment, Fanny César, la grande trilogie, écrit, réalisé par Alexander Corda, 1930. Le premier c'est le Corda, le second c'est les ouais, c'est pas, mais c'était sa volonté. Oui, c'était sa volonté parce qu'il s'estimait pas encore totalement aguerri aux techniques cinématographiques. Il a beaucoup appris avec Corda, même si Corda a parfaitement suivi ses instructions. Et comme on sait, lui, Pagnol se mettait plutôt dans le camion du son, parce qu'il disait en écoutant les dialogues, je saurais tout de suite si la scène est bonne ou pas. Ouais, formidable. Alors Christophe Baratier, donc votre film Le Temps des Secrets sort mercredi prochain, et à cette occasion, eh bien à Marseille, il y a 2 expositions qui accompagnent la sortie de votre dernier film. Pagnol raconte Pagnol, c'est au château de la Busine, qui retrace donc la carrière de Pagnol à travers donc des pièces qui n'ont jamais été exposées. Et au Marcel, à la friche Belle de Mai, une exposition sur l'envers du décor du Temps des Secrets,
Que peut-on y découvrir, Christophe? Moi, j'ai travaillé sur l'exposition, enfin pas mais j'ai beaucoup collaboré, mais j'étais stupéfait et bluffé par la qualité de ce qu'ils ont fait, parce que c'est même à la Cinémathèque française, je n'ai pas vu des expositions forcément de ce niveau. Et ce niveau, attention, ça demande pas un niveau intellectuel, c'est comme un manège à Disneyland. On se laisse rentrer là, c'est comme un train, on nous emmène, il y a des pièces où on nous parle des costumes, il y a des pièces sombres, d'un coup on va nous rappeler la grotte, on va pouvoir découvrir comment était faite la musique, les costumes. Pour le son, on va pouvoir utiliser une petite mixette pour les enfants, c'est formidable, qui va nous faire découvrir le bruitage, pour comment on fait le bruitage, et même ils peuvent bruiter la scène, la musique, comment on enlève la musique, comment on la met davantage plus fort, les décors, comment se sont créés, et puis également des caméras qu'on utilisait à l'époque. Pour découvrir le métier, je suis persuadé que là, s'il y a des enfants, 1 millier d'enfants, je suis sûr qu'on découvre un bon pourcentage de futures vocations, parce que on apprend même des choses que les techniciens de cinéma entre eux ne savent pas. C'est-à-dire qu'au décor, au design son, qui travaillent ce qu'on appelle en post-production, mais ils ne viennent pas sur les repérages. Donc il ne sait pas comment on trouve. Le monteur sait pas ce qui se passe. Non, les décors, il ne sait pas comment ils ont été faits. Tout ça, ce sont des métiers que même les professionnels apprennent l'un entre eux. Alors, et c'est tout à fait à niveau d'enfant, à niveau familial. J'ai passé un moment formidable. Alors que j'y allais, j'avais peur un peu d'un truc un petit peu conventionnel, académique, certes louable, mais c'est beaucoup plus que ça. Je ne sais pas si Serge, vous l'avez pu encore la voir, mais c'est vraiment un très très beau... Vous l'avez vu, Serge Coteau, l'exposition? J'ai pas vu l'exposition parce que moi je vis dans les collines, près de Chejonneau plutôt, et je redescends à Marseille de moins en moins. Je n'ai pas vu non plus le film encore, mais maintenant que j'ai le droit depuis le 14 mars d'aller au cinéma, je vais pas me gêner. Mais pour l'instant, voilà, ça sera fait la semaine prochaine, tout ça. En tout cas, chers auditeurs, si vous êtes prochainement à Marseille, allez effectivement allez voir cette exposition au Marcel à la Friche Belle de Mai. Christophe Baratier, je vous propose d'écouter une petite jeune fille ukrainienne qui a bouleversé le monde entier en chantant ça. Pour les mener vers d'autres landes, donne leur lame pour les mener vers d'autres landes, sans au cœur de la nuit, landes d'espoir. Voilà, une petite Ukrainienne qui chante Voix sur ton chemin, une chanson évidemment, c'était dans les choristes, bien sûr. Votre film, Christophe Baratier, ça vous a... Ah bah ça m'a bouleversé, d'autant plus que je m'y attendais pas. J'étais chez moi et tout d'un coup j'entends ce morceau à la télé, qu'est-ce qui se passe, et je découvre que c'est une petite qui était réfugiée avec ses parents dans un gymnase. Là on atteint un point où on a le vertige, parce qu'on se dit ce petit morceau qui était sympathique, alors non seulement est devenu un tube un peu planétaire, je l'avais fait à l'époque avec Bruno Coulet, je peux vous dire qu'on n'imaginait pas la moindre, et tout d'un coup de se retrouver là alors qu'on s'est un peu moqué de cette musique d'ailleurs en disant oui c'est rétro, c'est machin, c'est tellement rétro, la preuve qu'on la retrouve en pleine guerre de nos jours par une petite fille, c'est absolument bouleversant, et c'est aussi un bon moyen de montrer que la musique traverse les frontières. Eh oui. Serge Coteau, un mot sur le roman que vous venez de publier qui s'intitule Presque une histoire d'amour aux éditions Naraprod. C'est un roman noir satirique. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que Pagnol. Ça, c'est du Scotto. C'est un peu... Et ce n'est pas du Vincent Scotto, hein. C'est du Serge Scotto. Ça aurait pu, mais c'est pas dans la musique. C'est c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui rencontre un peu par hasard une très jeune femme et ils vont vivre presque une histoire d'amour. C'est à peine racontable, n'est-ce pas? C'est entre le roman noir et le roman rose, j'ai envie de dire. Ça se passe sous le ciel de Provence, donc le ciel bleu. C'est un mélange un peu de toutes ces couleurs. C'est humoristique aussi. Eh ben écoutez, on va le lire, on l'a lu, nous, et on l'a bien aimé, et voilà. Eh bien, merci. Un roman noir et rose. Et oui, merci à vous, Serge Coteau. Merci à Christophe Baratier d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que Le Temps des Secrets sort au cinéma mercredi prochain et que les bandes dessinées des œuvres de Pagnol sont publiées chez Grand Angle. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Pourquoi on tombe amoureux? Que se passe-t-il quand on est amoureux? Réponse dans un instant avec le neurobiologiste Lucie Vincent.